Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui, voilà, pour ce webinaire dédié à faire la lumière sur des idées reçues concernant des aménagements dits favorables à la biodiversité. Alors, comme vous l'avez entendu, sachez que ce webinaire est enregistré et donc nous vous prions de ne pas activer voilà, la fonctionnalité micro, mais néanmoins, vous pouvez toujours poser vos questions dans le chat écrit et nous les relevons petit à petit pour y répondre durant les temps accordés justement aux questions-réponses. Alors, ce webinaire se déroulera sous la forme suivante. Tout d'abord, il y aura un petit quiz interactif pour tester vos connaissances sur le sujet du jour, donc animé par moi-même. Ensuite, nous poursuivrons avec Hugues Mouret, donc naturaliste écologue et directeur scientifique d'Arthropologia, qui nous fera la lumière sur deux sujets. Tout d'abord, les hôtels à insectes, est-ce vraiment une bonne idée? Et ensuite, sur les ruches, est-ce qu'il faut en mettre partout? Puis nous poursuivrons avec Baptiste Audidier, ingénieur-chercheur géographe à l'INRAE, UR ETIS, qui nous fera la lumière sur le sujet des microforêts de Miyawaki. Et enfin, pour finir la partie théorique, nous aurons l'intervention de Véronique Ventre, chargée de projet planification territoriale et ERC à l'ARB Occitanie, qui viendra nous éclairer sur les avantages de planter local à travers le prisme des espèces exotiques envahissantes. Ensuite, après cette partie théorique, nous aurons donc une première session de questions-réponses. Puis, nous aurons le retour d'expérience de deux projets ayant vu le jour en Occitanie. Donc, tout d'abord avec la commune de Tournefeuille qui se situe en Haute-Garonne, avec son projet de sentier pollinisateur où Élise Bessière, directrice de projet transition écologique, et Dominique Dupuis de l'association des jardiniers de Tournefeuille qui interviendront. Ensuite, on aura une intervention de la commune de Ballaruc-les-Bains dans l'Hérault, avec Julie Bastide, chargée d'opération au pôle proximité et développement durable du territoire, qui nous fera une présentation sur leur projet de désimperméabilisation et revégétalisation de cours d'école. Et après cette série voilà, de témoignages inspirants, on aura voilà, une seconde session de questions-réponses, et puis le webinaire voilà, arrivera à sa fin. Donc maintenant, place à l'interactivité avec le petit quiz. Euh, alors, ce quiz, comment ça fonctionne? Il y aura des sondages qui vont pop sur votre écran. Vous répondez, vous cochez les réponses qui vous semblent justes, vous appuyez sur soumettre, et ensuite on aura les résultats et on passera aux réponses. Alors, première question. Si vous pouviez créer une super équipe de pollinisateurs, quel insecte choisiriez-vous? Alors, d'après les résultats, vous avez tous eu juste, quasiment. Alors ici, on avait précisé insectes, donc colibri, lézard, chauve-souris, voilà, n'était pas à cocher, c'était le petit piège. Euh, mais oui, le but de cette question, c'était de faire passer le message comme quoi l'abeille mellifère n'est qu'une seule espèce parmi une multitude de pollinisateurs. Donc il y a des abeilles sauvages. Il faut savoir que les bourdons sont des abeilles sauvages. Il y a aussi des mouches, papillons, coléoptères. Et c'est cette richesse qui permet aussi voilà, le maintien de la richesse du monde végétal qui nous entoure. Donc ici, vous avez quelques chiffres. Donc il y a à peu près 10 000 espèces d'hyménoptères. Donc voilà, vous avez plusieurs photos. 10 000 espèces de diptères, donc des mouches, des cirques, comme vous pouvez voir sur les photos, avec aussi 5 700 espèces de papillons, plusieurs milliers d'espèces de coléoptères sur les 12 000 espèces existantes. Et à part les insectes pollinisateurs, vous avez aussi d'autres animaux, comme chauves-souris ou colibris, qui peuvent aussi être des pollinisateurs. Alors, question numéro 2. Lorsqu'elles ne sont pas dans les ruches, où nichent les abeilles? Alors à cette question, sachez que toutes les réponses étaient justes. Voilà, les abeilles voilà, ne sont pas uniquement dans les ruches, elles peuvent nicher dans les tiges creuses ou à moelle tendre, dans du bois mort, en prélevant de la boue, des feuilles, des pétales, des poils, de la résine. Et la majorité voilà, des abeilles creusent des galeries dans le sol. Plus de 70% creusent des galeries dans le sol. Euh, Donc ici, vous avez les photos d'abeilles qui nichent dans du bois, euh, d'abeilles hélicicoles qui nichent dans des coquilles d'escargots, euh, voilà, des abeilles charpentières, des abeilles maçonnes,
Voilà, les abeilles maçonnes, comme leur nom l'indique, par exemple, elles sont spécialisées dans la construction de nids en terre. Elles utilisent, voilà, cette matière pour façonner des loges individuelles où elles pondent leurs œufs. Hem, donc voilà, on voit donc ici la nécessité, d'avoir, des ressources et des habitats variés pour l'établissement, de populations d'insectes pollinisateurs. On peut passer à la troisième question. Donc, quelle est la valeur économique estimée de la pollinisation des cultures par les pollinisateurs en France? Donc, vous aviez globalement raison. Donc la pollinisation des cultures, hem, donc seulement des plantes cultivées par les pollinisateurs représentent un service écosystémique essentiel, pour l'agriculture et la sécurité alimentaire et sa valeur économique a été calculée et elle est estimée entre 2,3 et 5,3 milliards d'euros par an à l'échelle nationale. Et à l'échelle mondiale, elle est estimée entre 230 et 570 milliards d'euros dans le monde. Hem, donc voilà, et il faut bien, prendre en compte que dans ces calculs, la pollinisation des plantes sauvages n'est pas du tout prise en compte. Donc la vraie valeur de la pollinisation, heu, est sûrement beaucoup plus grande. Hop, on va passer à la quatrième question. Donc, quels sont les principaux impacts des espèces exotiques envahissantes? Donc ici, il y avait, 3 réponses justes, donc elles menacent la biodiversité en concurrençant les espèces locales, en modifiant les milieux naturels. Elles peuvent transmettre des maladies aux animaux, dont les humains et aux plantes, et elles causent des dommages économiques aux cultures et aux infrastructures. Donc, les espèces exotiques envahissantes, voilà, ont de multiples et souvent dévastateurs impacts sur les écosystèmes, la santé humaine, l'économie. Elles menacent donc la biodiversité en concurrençant les espèces locales, en modifiant les milieux naturels, et peuvent même les prédater. Et elles peuvent également, transmettre des maladies aux humains et aux animaux, comme ici par exemple, on a une photo du moustique tigre qui est vecteur, de la dengue et du chikungunya et elle cause des dommages économiques importants, aux cultures, aux infrastructures, au tourisme et une petite statistique, en Europe continentale, le coût généré, voilà, par, la gestion et la réparation des dommages causés par les, invasions biologiques est estimé à 12,5 milliards d'euros par an. Et il est quand même important de rappeler, voilà, que nous sommes tous responsables, de ces espèces exotiques envahissantes, car toutes ces espèces invasives, ne sont pas arrivées toutes seules. Mais on les a transportées, la plupart du temps volontairement pour les vendre, et parfois par inadvertance, du fait des échanges commerciaux, voilà, entre les différents pays. Je vais, donc laisser la parole à, Hugues Mouret, donc naturaliste écologue et directeur scientifique d'Anthropologia, qui va nous faire la lumière sur les hôtels à insectes. Est-ce vraiment une bonne idée? Bonjour à tous. Alors, j'essaye de récupérer mon diaporama qui est caché là derrière. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. On vous entend très bien, oui. J'ai besoin juste d'une petite confirmation pour être sûr que vous entendez correctement. Hop, Non, on vous vous entend m'entendez bien, pas. oui. Si, si, tout est bon. Parfait. Eh bien, c'est parti. Allez, deux points à discuter avec vous en un petit quart d'heure. Les hôtels et les ruches. Alors, vous m'entendez? Très Ça bien. coupe un petit peu, Donc, en je vais effet. commencer par les ruches plutôt que les hôtels, contrairement à mon titre et contrairement à ce qui a été annoncé. Et donc, tout d'abord, ouais, comme on l'a répété, il y a une grande diversité d'insectes. Ça coupe un petit peu. Alors, je vais arrêter ma caméra. Voilà. Donc, on a une grande diversité d'insectes pollinisateurs, une grande diversité d'hyménoptères, comme ça a été rappelé par Alexandre, et une grande diversité d'abeilles en France métropolitaine, puisqu'on compte près d'un millier d'espèces. Par comparaison, il y a plus de 500 espèces d'oiseaux. Donc, vous voyez, il y a presque le double d'espèces d'abeilles que d'espèces d'oiseaux. Et effectivement, je fais le parallèle avec les oiseaux parce que on a un oiseau domestique que tout le monde connaît qui s'appelle la poule et qui est très intéressant pour tous les services qu'il nous rend en termes de production de viande, de production d'œufs, etc. Mais c'est un animal qui a été modifié, qui a été domestiqué et qui pond plusieurs centaines d'œufs par an. Vous imaginez que c'est bien anormal pour un oiseau puisqu'il pond généralement beaucoup moins que ça. Et c'est le cas aussi pour les abeilles domestiques.
l'abeille domestique Apis mellifera qui a été modifiée pour augmenter ses capacités de production et réduire son agressivité, etc. Donc c'est une bestiole tout à fait intéressante, mais qui évidemment ne remplit pas les fonctionnalités de l'ensemble des espèces sauvages, comme c'est le cas de la poule qui ne remplit pas les fonctionnalités de l'ensemble des oiseaux. Donc tout ça pour dire qu'il y a une grande diversité de tailles, de formes, de couleurs, de mœurs, et donc de besoins qui sont très différents pour les abeilles sauvages, comme on pourrait trouver des besoins très différents entre le troglodyte mignon et le vautour fauve, si je reprends cet exemple des oiseaux. Alors tout d'abord, s'agissant de la compétition, concurrence qui existe entre les abeilles mellifères, Apis mellifera sauvages, les non-apis, un petit point pour savoir où on en était. Et pour cette partie, je me suis basé sur les diaporamas de Benoît Gélin, qui travaille à l'Université d'Aix-Marseille et qui est expert de ces problématiques de concurrence et de compétition. Il y a énormément d'articles qui relèvent des effets de l'abondance de ruches sur les communautés sauvages et on se rend compte que on finit Ah, par remplacer ces communautés par des essaims, par des rangs des fonctionnalités écologiques naturelles, voilà, et donc on en était là. Donc désolé, je reprends du même endroit, hein. Il y a pas mal d'études qui montrent l'impact de la surdensité de ruches, et non pas des abeilles mellifères, hein, mais c'est en cas de modification des conditions naturelles, parce qu'elles sont normalement réparties de façon assez disparate sur le territoire, et quand on regroupe deux, trois essaims, ça pose pas trop de soucis dans des colonies. Quand on en regroupe 50, 100 ou 200, là on commence à avoir des véritables problèmes de compétition. Allez-y, vous pouvez passer à la suivante. Et donc, évidemment, il existe des réseaux d'interaction entre les abeilles sauvages, les pollinisateurs sauvages et les plantes sauvages. Allez-y, changez. Euh, dans une ruche, on a affaire à une espèce sociale, sociale, véritablement sociale, avec une pondeuse différente des ouvrières qui sont immatures, et on compte 50 à 80 000 individus avant l'essaimage. À peu près la moitié des individus sortent butinés, et c'est une espèce qui va aller sur des fleurs très très différentes, hein, et finalement s'accaparer la plus grosse ressource de nourriture disponible, puisqu'elle est capable d'aller sur des plantes très diversifiées. Elle est capable de voler loin, contrairement à de petites abeilles sauvages ou de petits pollinisateurs. Et évidemment, on a sélectionné sa capacité à produire plus et à réduire son agressivité pour pouvoir collecter du miel sans trop de soucis, et notamment sans léser la colonie. Allez-y. Donc on repère trois types de compétition. Le premier, je vais le passer, hein, la compétition directe avec le vol de pollen sur les pelotes ou sur les poils. Bon, ça reste tout à fait anecdotique, même si ça a été observé. Mais on note une compétition indirecte sur les ressources, une compétition apparente qui consiste en la transmission de maladies et une modification du réseau plantes-insectes. Allez-y. Donc voilà, la compétition par exploitation pour les ressources florales, c'est finalement la consommation d'une ressource florale qui va limiter le partage entre différentes espèces et donc provoquer la baisse de l'abondance, de la reproduction ou de la survie d'une population ou d'une espèce. Allez-y. On a mesuré qu'une colonie consommait à peu près pendant 3 mois l'équivalent de la nourriture larvaire de 100 000 larves d'abeilles. Alors ça a été mesuré avec une abeille sauvage moyenne, hein, c'est la mégachile de la luzerne, Megachile rotundata, et ça donne une idée en fait de, voilà, quand on a une dizaine de ruches, bah, vous imaginez qu'on a 1 million de larves qui n'auront pas de nourriture, et ça dépend évidemment de la ressource disponible. Allez-y. Donc, cette étude tout à fait intéressante menée par les collègues d'Avignon, de l'INRA d'Avignon, l'INRAE d'Avignon, hein, Michael Henry et Guy Rodet, sur la côte bleue, a montré que, en cas de surdensité, justement, et d'absence ou de manque de nourriture, les abeilles mellifères, hein, je reste simplement sur l'apiculture, pouvaient perdre entre 44 et 55% du pollen disponible. Donc, ça veut dire près de la moitié du pollen a déjà été capté par les abeilles mellifères, et donc ça lèse les abeilles mellifères. Donc, il y a une compétition intraspécifique, et évidemment une compétition extraspécifique. Allez-y. On voit que plus on est proche du rucher, hein, à la base du graphisme, du graphique, plus la masse des abeilles sauvages est petite, plus on s'éloigne du rucher, plus on trouve des tailles normales. Allez-y. Et là, dans ces graphiques qui sont là, on se rend compte que si on regarde le contenu du nectar des abeilles sauvages, qui augmente en s'éloignant de la ruche, mais c'est valable aussi pour le contenu en nectar des abeilles mellifères. Donc ça corrobore dans une autre étude qui a été menée, celle en Espagne, la compétition intraspécifique qui existe. Et sur le graphique de droite, on voit encore une fois que la taille des abeilles sauvages augmente quand on s'éloigne du rucher. Allez-y.
Ce graphique montre la problématique de cette haute compétition là, sur la transmission de virus. Et on se rend compte que, pareil, quand on est proche d'un rucher, les abeilles sauvages sont globalement malades, donc petites, peu abondantes avec peu de nourriture, on l'a vu, mais aussi malades. Et quand on s'éloigne du rucher, on trouve des niveaux de parasitisme qui sont proches de la normale. Allez-y. Donc, allez-y encore. Voilà. En fait, on se rend compte aussi que cette problématique de transmission de maladie, elle est valable pour l'abeille de ruche, qui a été reproduite en grand nombre et dispersée en grand nombre, mais elle est valable aussi pour les autres insectes et les autres abeilles sauvages qu'on a pu échanger, commercialiser, reproduire pour des pollinisations. Alors parfois, hein, pour de la tomate à contre-saison dans les serres. Donc ce problème pourrait être réglé en évitant de manger des tomates en hiver. Et en l'occurrence, allez-y, si on regarde l'introduction du bourdon terrestre en Argentine, euh, la transmission de maladies dans un autre continent a provoqué la disparition de cette espèce et son aire de répartition a été réduite de 95% en quelques années. Et donc voilà, c'est typiquement ce qui s'est passé avec la variole qui est arrivée, la variole ou la grippe qui est arrivée de, d'Europe en Amérique et qui a eu une hécatombe sur les populations américaines qui ne connaissaient pas ces gènes de résistance. Et donc, évidemment, il y a aussi une modification du réseau plantes pollinisateurs, puisque, comme on l'a dit, elles vont s'abattre sur la plus grosse ressource disponible. Ça peut être des plantes exotiques, hein, et donc elles peuvent surpolliniser certaines plantes au détriment des plantes indigènes, si c'est des exotiques, mais au détriment de la répartition normale des autres plantes, et donc favoriser certaines espèces aux dépens de petites abeilles qui vont parfois ne plus trouver les ressources dont elles ont besoin. Allez-y. Donc voilà, la solution, évidemment, c'est d'arrêter de faire n'importe quoi. Et donc, on va passer sur le n'importe quoi, sur l'image d'après. C'est les hôtels à abeilles, les hôtels à insectes, hein, qui nous sont vendus comme une panacée, un peu comme les forêts Miyake. On a trouvé la solution. Et en réalité, eh ben, vous vous rendez compte qu'on a des petits hôtels, des grands hôtels, des choses qui sont assez extraordinaires parfois, mais qui très souvent ne remplissent pas les conditions utiles pour l'accueil des insectes et des abeilles, ou vont se contenter d'accueillir 3, 4, 5 espèces sur 1000, hein, ça fait 0,5%, ça reste insignifiant, et c'est les espèces les plus communes. Qui plus est, elles vont être regroupées alors qu'elles sont normalement solitaires, et donc on a des risques de transmission de maladies, de prédation, etc. Globalement, si je regarde la nidification des abeilles, vous voyez qu'elles vont s'installer dans des modalités très différentes. Ça peut être des tiges creuses, ça peut être des tiges à moelle tendre, ça peut être des coquilles d'escargot, ça peut être aussi évidemment des feuilles qui sont coupées chez les mégachilles, les abeilles coupeuses de feuilles. Allez-y pour la deuxième page. Et on a d'autres abeilles qui vont récolter des poils ou de la résine pour les abeilles cotonnières et les abeilles résinières. Et comme on l'a dit en introduction avec Alexandre, il y a l'abeille charpentière qui va, elle, creuser dans le bois mort. Mais 70% des abeilles vont nicher dans le sol. Allons-y. Mais il y a tout à fait possibilité d'observer ce qui se passe dans des nichoirs pédagogiques qui vont alors avoir une vraie vertu d'observation. Plus qu'un hôtel, ça va être un observatoire. Et vous voyez qu'on a possibilité d'installer des tiges transparentes en fer ou en plexiglas qui permettent d'observer l'abeille récolter le pollen, le nectar, donc le pain d'abeille, le tasser, pondre l'œuf. Il y a peu de gens sur la planète qui ont vu un œuf sortir de l'abdomen d'une abeille et voir les larves grandir. Donc ça a vraiment des vraies vertus pédagogiques en termes d'observatoire. Allez-y. Voilà une image de ponte d'une osmie à corne. Donc, c'est tout à fait intéressant d'observer ça de la même manière qu'une webcam dans un nichoir à mésange bleu, hein. Allez-y. Mais on peut donc, en termes d'observatoire, fabriquer des petits nichoirs avec peu d'entrées, même qui peuvent être d'ailleurs plus petits que ce genre de choses-là, et qui permettent d'observer le balai incessant, notamment au printemps, parce que c'est beaucoup d'espèces printanières qui vont s'installer dedans, et découvrir un groupe qu'on n'a pas l'habitude de voir ou de reconnaître. Allez-y. Et donc, évidemment, ça peut être utilisé pour augmenter la valeur fourragère en plein champ, comme c'est le cas ici. Mais l'idée, c'est quand même de savoir de quoi ont besoin tous ces insectes pollinisateurs. Donc, allons-y, le gîte et le couvert. Le gîte, ce sont des espaces de refuge, c'est une diversité d'habitats, et c'est des espaces et des matériaux de nidification. Le couvert a été abordé, donc on peut passer les deux diapos qui arrivent. Donc on a voilà, les langues courtes qui vont dans les corolles ouvertes, puis les langues longues qui vont dans les corolles fermées. Mais en réalité, là, on parle que des adultes qui vont dans les fleurs et les larves d'abeilles. Mais pour le reste des pollinisateurs, allez-y, il y a beaucoup d'autres choses. Si on veut augmenter la valeur, l'efficacité de la pollinisation, il va falloir aller au-delà des abeilles et donc fournir une multitude d'éléments comme des proies, comme des hôtes, comme le nid de leur hôte. Si on passe sur la diapo d'après, on se rend compte qu'on a aussi sur des végétaux variés. C'est le cas évidemment des abeilles qui consomment nectar et pollen, mais des papillons qui consomment des feuilles ou des tentraides et puis des détritus, des déchets, des cadavres, des charognes qui vont être consommés par les espèces saprophages, coprophages, etc.
Allons-y. Donc, grosso modo, il va falloir évidemment des fleurs, mais aussi des proies, des espèces d'hôtes, des nids d'hôtes, des végétaux variés, des déchets. Et donc, c'est ça la biodiversité, c'est la diversité des habitats, parce que les abeilles ne sont pas déconnectées de leur milieu, allons-y. Donc, on va pouvoir faire des préconisations sur, par exemple, les aménagements de zones refuges, comme les tas de bois, qui sont extrêmement importants pour servir de zones de refuge, mais aussi servir de zones de nidification. Et on voit sur ce petit dessin produit par Serge Hens que les arbres qu'on considère morts sont en réalité des arbres vraiment remplis de vie, notamment pour l'installation, la nidification, mais tout un tas de groupes de faune différents. Allons-y, on va passer rapidement sur quelques exemples. Là, vous avez une prairie qui est à touche-touche de nids d'andrènes vagues, donc des prairies qui peuvent être inondables dans des sables qui peuvent être recouverts d'eau quelques semaines par an. Allons-y, ou à l'inverse, des espaces extrêmement tassés dans lesquels vont nicher des lasioglossums ou des halictus. Donc, tout type de sol nu ou de sol à végétation éparse, avec ses qualités et sa granulométrie différente, va attirer différentes espèces. Et c'est vraiment, encore une fois, la complémentarité qui est importante. On va pouvoir trouver aussi ça dans des murs ou des murets qu'on va pouvoir reconstruire de façon artificielle ou horizontale ou circulaire quand on a affaire à une spirale aromatique. Et évidemment, aussi profiter des zones humides parce que si on veut avoir des osmies, les abeilles maçonnes, il faut qu'elles aient accès à la boue. C'est le cas aussi des hirondelles. Hein. Si on veut des hirondelles et des osmies, il faut donc des mares et il faut donc de la boue. Et je finis par quelques exemples de renaturation. Voilà un jardin extrêmement pauvre qui, en 10 ans, si vous appuyez sur la prochaine diapo, vous voyez qu'en termes de renaturation, d'espace, d'espèces, de strates, c'est complètement différent et de ressources alimentaires comme de ressources de nidification. Et allons-y, ça c'est aussi valable dans les espaces, les habitats collectifs où, d'un point de vue usage, il y a beaucoup d'espaces où le seul personne qui passe est celle qui a la tondeuse. Et finalement, on pourrait avoir d'autres modalités de gestion comme des arbustes, des fleurs, des fruits, etc., qui seraient des fonctionnalités utiles pour la faune sauvage ou utiles pour l'humanité. Et donc, allons-y, on a résumé ces choses-là dans un petit guide qui s'appelle Pollinisation, que vous pouvez découvrir au travers d'une petite web série qu'on a fait avec Jacques Chambon et Franck Pitiot, deux acteurs de Camelot, allons-y, qui existent sous forme papier ou bien sous forme d'application numérique auxquelles vous avez accès librement sur Internet. Allons-y, on a fait aussi une petite série de vidéos, elles ne sont pas toutes affichées sur le côté à droite, donc des vidéos très courtes hein, pour que ça passe sur Internet et que ce ne soit pas zappé, parce que malheureusement, c'est la culture de l'efficacité, du rapide et peut-être du trop vide à mon sens, mais on a fait beaucoup de petites vidéos pour expliquer ces petites problématiques et on a participé à la revue Biodiversité des clés pour agir de l'OFB, dont le numéro 4 était dédié aux fausses bonnes idées. Donc vous pourrez retrouver pas mal de choses qui ont été dites. Je saute cette diapo, c'est juste pour vous retrouviez les éléments que je viens de citer. Et je termine sur cette diapositive en vous remerciant de m'avoir écouté et en m'excusant de cette présentation tout à fait bizarre pour moi. Vous partagez mon écran. Touc. Euh, Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Tout est bon, oui. Bien, merci de cette invitation. Je réponds, enfin, c'est une présentation que je partage avec ma collègue Annabelle Porté, qui est écologue dans une unité voisine de la mienne à Bordeaux. Annabelle est écologue et moi, je suis géographe et je m'intéresse donc depuis un an ou deux en fait au discours de promotion de l'arbre en ville. Alors une manière de et donc les microforêts, ça, voilà, ça fait partie des objets qu'on voit passer et auxquels on est bien forcé en fait par rapport auxquels on est bien forcé de se positionner. Une manière en fait de vous planter le décor, c'est de vous rappeler un peu l'état du débat forestier en fait en France, en caricaturant pas mal. Voilà, on peut l'illustrer en fait par ces deux petits articles hein, entre des, un groupe de personnes en fait qui considèrent en fait, vous avez très peu de climato-sceptiques en forêt. Hein. Les effets du changement climatique en fait sont considérés de manière très très sérieuse par à peu près l'ensemble des acteurs. Et vous avez une partie en fait des acteurs scientifiques, mais aussi de la filière, qui considèrent en fait que les besoins d'adaptation sont très très importants, qu'il va falloir changer les peuplements, faire de la migration assister et donc planter, enfin couper, mais aussi planter très fort et agir très, très vite maintenant. D'où l'esprit du plan national, 1 milliard d'arbres.
Et puis vous avez en face un groupe d'acteurs qui considèrent au contraire que justement ce n'est pas le moment en fait de demander trop, on demande beaucoup de choses à la forêt, on demande trop de choses à la forêt, et qui considèrent justement que ce serait le moment plutôt en fait de ralentir en fait les conversions, ralentir les prélèvements et s'appuyer sur les dynamiques en fait des écosystèmes existants. Et donc, on a un paysage en fait qui est assez polarisé en fait en ce moment autour de ce débat forestier. Ce débat forestier, en fait, on le retrouve dans la ville. Beaucoup de monde, en fait, les regards se tournent très fort en fait vers la ville. Ça fait longtemps en fait qu'on plante de l'arbre en ville et qu'on dit qu'il faut planter de l'arbre en ville, hein. Ça remonte sur Paris, il y a une histoire de 600 ans hein, là-dessus. Mais contexte changement climatique, des attentes en fait sur les idéaux de chaleur urbaine, etc. On demande beaucoup de choses donc au boisement urbain. Et là-dedans, bah, il y a certaines configurations, certaines propositions en fait qui convainquent plus que d'autres en fait et qui ont eu du succès. Et on comprend bien pourquoi en fait. C'est l'idée justement de tenir, de répondre en fait d'une, d'un, en un seul objet en fait aux deux termes du débat, quoi. C'est-à-dire agir maintenant très vite, très fort en fait pour pouvoir avoir des solutions par rapport à la perte de la biodiversité et au changement climatique, et en même temps euh, reconstituer de la nature euh, et reconstituer des forêts alors primaires, voilà, dans des trames urbaines. Et donc ça, c'est exactement en fait la promesse en fait des micro-forêts. Alors là, sur cette, voilà, c'est pour vous montrer un petit peu l'imaginaire et les images en fait qui vont un peu avec ça. Là, c'est des quelques captures d'écran que ma collègue Annabelle a pu récupérer. Ça ressemble parfois en fait à ce que vous avez plutôt à gauche, là, un projet plutôt parisien là, qui est plutôt une forme de parc. Mais le plus souvent, c'est plutôt ce que vous avez dans les attentes, hein, dans la manière de le vendre. En fait, ça ressemble plutôt en fait à ce que vous avez à droite, c'est-à-dire une forêt, un peuplement très très dense, avec une mise en défense, c'est-à-dire que l'accès, enfin, c'est un objet en fait de nature, mais qui n'est pas pour les humains en tant que tel directement, et avec une très forte densité, une grande diversité d'essences, d'arbres, de végétation. Donc une promesse d'abondance, une promesse de densité, une promesse de naturalité euh, pour une forme de nature qu'on pourrait se considérer comme un peu salvatrice. Euh, Ce que je vais vous dire un peu dans le reste de l'exposé, en fait, c'est que oui, il y a un certain écart hein, par rapport aux promesses en fait de ces micro-forêts, que non, les micro-forêts ne sont pas réellement des forêts, qu'elles ne sont pas dénuées de mérite, mais qu'elles sont assez loin de répondre à toutes les attentes qu'on veut bien placer en elles. Alors, il y a une certaine diversité de vocabulaire en fait autour de ces micro-forêts. En anglais, on trouve le terme de tiny forest des fois. Des fois, on trouve le terme de forêt urbaine qui est considéré, enfin, qui est souvent présenté comme un synonyme de ces formes-là. Mais dans quasiment la quasi-totalité des cas, elles sont associées au nom de Akira Miyawaki. Et donc, on parle de forêt Miyawaki. Donc, Akira Miyawaki, c'est ce monsieur dont vous voyez la photo, en fait, qui était donc un botaniste japonais, qui a eu une très longue carrière hein, et qui est mort il y a peu de temps, là, en 2021. Donc, ce monsieur était un botaniste euh, formé notamment en Allemagne dans les années 60. Enfin, il est passé par l'école de phytosociologie en fait allemande et il a consacré une grande partie de sa carrière à faire de la cartographie de la végétation du Japon, avec un concept central là-dedans, en fait, c'est le concept de végétation naturelle potentielle, c'est-à-dire une végétation, euh, si on enlevait en fait toute influence humaine, donc on laissait pousser, si on laissait les écosystèmes en libre évolution et qu'on laissait pousser les forêts,
Voilà le type de faciès, le type de forêt en fait qu'on obtiendrait. Donc une approche assez méso-échelle en fait et sur le long terme. Et donc il a travaillé là-dessus ouais, à partir des années 70 et il s'est posé assez vite des questions en fait sur de la restauration de terrains forestiers, d'abord en montagne. Et sinon, il y avait beaucoup de ces observations en fait qui venaient des Shinju no Mori, parce que la photo que vous voyez en bas à droite, en fait, qui sont les bois traditionnels shintoïstes japonais. Et donc, à partir des années 70, en fait, il met en place une méthode de restauration et de plantation qui va être affinée au fil des années, mais qui va assez vite porter son nom. Alors, en quoi ça consiste en fait? Bah, l'idée, c'est de restaurer donc la végétation naturelle potentielle, hein, cette promesse, avec donc d'abord un travail d'inventaire en fait sur bah, quel pourrait être le pool d'espèces dans lequel puiser, quel serait le faciès en fait à devoir essayer de retrouver. Et ensuite, il y a un travail très fort en fait sur la plantation, c'est-à-dire qu'il y a le plus généralement en fait la reconstitution d'un sol sur une vingtaine de centimètres, une plantation assez dense, plus de 3 plants par mètre carré, et généralement une assez grande diversité d'espèces. Donc souvent une vingtaine, parfois plus. Et donc les promesses qui vont avec ça, c'est d'avoir en fait une croissance de 2 à 3 mètres assez rapidement, hein, en 3 ans. Qu'au bout de ces 3 ans, le peuplement est fermé et n'a plus besoin d'entretien. C'est-à-dire que généralement, il y a de l'arrosage qui se fait au début, enfin, il y a du paillage, il y a de l'amendement et il y a de l'arrosage. Et au bout de 3 ans, le peuplement est censé être autonome et se débrouiller tout seul. Et au bout de 30 ans, on est censé obtenir une forêt. Et donc là, je vous ai mis un schéma là, qui a été traduit. L'idée, c'est d'accélérer les successions. Vous avez par rapport en fait, à une école de pensée en, fait, en écologie qui considère en fait, les successions de la végétation, ce qui serait le schéma en fait, à gauche, là, théorie de la succession classique. Eh ben, en 200 ans, si vous partez d'une communauté d'herbacées, vous pouvez arriver en fait, à un couvert de forêts d'arbres persistants s'y affile. Eh ben, la promesse Miyawaki, c'est en 30 ans d'accélérer tout ça, de chanter toutes ces étapes intermédiaires en plantant directement en fait des arbres et des espèces de cet état final recherché et d'obtenir donc la végétation naturelle potentielle finale. Ok. Est-ce que ce serait possible d'accélérer un tout petit peu? Ouais. Il resterait que 5 petites minutes. Merci. Ouais. Ces micro-forêts, en fait, elles ont connu un grand succès, en fait, il y a une quinzaine d'années, enfin, à partir d'une quinzaine d'années, parce qu'elles ont été relayées une ONG, en fait, indienne, euh, qui a été créée par le monsieur Shubhendru Sharma, là, qui était un ingénieur Toyota. C'est-à-dire que Miyawaki, en fait, a lancé toute sa carrière, en fait, euh, en faisant donc des boisements pour des grands groupes industriels japonais. Alors, dans un contexte assez particulier, hein, du coup, qui est donc le sud du Japon, l'Asie du Sud-Est, et donc avec des zones avec une pluviométrie en fait assez forte. En 2009, il va dans une usine Toyota en fait en Inde et Shubhendru Sharma en fait qui est ingénieur en fait dans cette usine et complètement tombe sous le charme en fait de la méthode, quitte son entreprise, devient éco-entrepreneur et donc crée une ONG là, qui s'appelle Aforest et qui propose en fait d'adapter en fait cette méthode. Alors en y mettant sa patte en fait d'ingénieur production Toyota là-dedans. Et donc, il y a 2 vidéos TED qui ont eu énormément de vues, en fait, qui relayent et qui donnent une grande ampleur, en fait, au phénomène. Et là-dedans, en fait, voilà, il y a une grande place, en fait, c'est une logique de RSE, des promesses d'abondance, c'est vraiment une preuve par l'image, en fait, qui est extrêmement développée. Ça a été très, très relayé par des partenaires du Nord, enfin, notamment européens, et une grande partie, en fait, des promoteurs, en fait, des acteurs que vous allez trouver en France, en fait, et en Belgique, en fait, ont été influencés
cette circulation, quoi. Miyawaki d'abord, Aforest ensuite, et donc avec des réseaux en fait de formation en fait croisés. Donc, vous avez un très fort fonctionnement en réseau en fait de ces acteurs. On est dans un moment aussi en fait où il y a peu de production en fait scientifique là-dessus. Donc tous ces acteurs sont en quête très forte en fait de chiffres, de légitimité scientifique. Et en retour, en fait, bah, les scientifiques, en fait, se sont positionnés sur un certain, pas forcément par des articles scientifiques, parce que la recherche elle-même a son temps, en fait, qui peut être un peu plus lent, mais vous avez un certain nombre d'écrits de collègues du muséum, de collègues, notamment de BGECO, hein, ma collègue Annabelle, en fait, ou d'ONG comme Canopé, en fait, qui se sont positionnés assez fortement, en fait, contre ces promesses en fait des forêts Miyawaki qui semblaient assez euh, inconsidérées, enfin en tout cas trop fortes en fait par rapport à, à la réalité de ce qu'elles donnaient. J'avance un petit peu. Alors, est-ce qu'elles tiennent leurs promesses? Là, j'essaye de vous résumer très vite en fait ce qu'on peut dire en fait avec le peu de retours et de travaux en fait qui ont été effectués là-dessus. Le souci principal, c'est que il y a une forte mortalité naturelle en fait qui se produit. Alors pas forcément dans les 2 premières années, mais au bout d'une dizaine d'années, ces forêts Miyawaki en fait ont quand même une perte d'arbres en fait qui est assez importante. C'est ça qui, à mon sens, en fait, est le souci principal. Alors, ça pousse hein, quand même. Et donc, on a quand même de la croissance en hauteur qui est le plus souvent assez bien établie, mais on se retrouve avec des arbres, en fait, qui sont... c'est un résultat qui est assez classique là-dessus, hein, c'est que la croissance en diamètre est souvent réduite et que ça pose des problèmes de stabilité. Sur ce que je vous ai mis sur les diapos, là, en fait, c'est que vous avez en orange, en fait, tous les points sur lesquels, finalement, les résultats ne sont pas forcément ultra déterminants pour l'instant. Comme ça, les surfaces d'échange, en fait, ne sont pas forcément tellement plus grandes, en fait, que sur d'autres types de formations, de plantations. La séquestration du carbone, les résultats sont un petit peu, sont pas forcément si forts que ça. Sur le confort thermique, ça c'est important. Euh, Comme je vous l'ai dit au début, en fait, le cas général en fait, des microforêts Miyawaki, en fait, ce sont des forêts dans lesquelles il n'y a pas d'accès. C'est mis en défense. Or, la première source de rafraîchissement, en fait, qu'offrent les arbres, c'est d'abord de l'ombrage direct. Donc, quand ça n'est pas possible, quand les populations citadines ne peuvent pas aller s'asseoir, en fait, enfin, ou se promener, en fait, sous le peuplement, ben, ils ne vont pas bénéficier, en fait, de cet effet-là. Donc, cette question, en fait, se pose quand même assez vite, en fait, sur le service attendu du coup du boisement. Le rafraîchissement aussi est très fonction de la surface, en fait. Donc, quand on est sur des toutes petites implantations, eh ben, cet effet de rafraîchissement, en fait, ne peut pas être très, très fort par rapport à quelque chose de plus classique, en fait, du boisement, en fait, avec de l'alignement, etc. Sur la biodiversité, les effets aussi sont encore en partie contradictoires, je passe là-dessus. Mais une forêt très dense n'est pas forcément une forêt, enfin un peuplement forestier, enfin un boisement, pardon, très dense en fait n'est pas forcément synonyme de très 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 grande biodiversité. Euh, Malgré tout, euh, donc ça, c'est des retours qu'on a. Moi, je pensais que c'était un soufflet qui allait un peu redescendre. Le fait est que ce n'est pas du tout le cas, et c'est ce qu'on voit sur Bordeaux. On a en ce moment une quarantaine en fait de microforêts qui ont pu être recensées en fait l'an dernier. Avec Il du faudrait coup, que clôturer votre intervention ouais, assez rapidement, si donc ça, possible. voilà. Donc en tout cas à Bordeaux, ça continue. Je vais passer là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui est très intégré en fait par les habitants. Et donc notamment que dans un quartier, bah, il y a des gens qui s'opposent en fait à avoir un parc, mais qui veulent une microforêt parce que justement c'est mis en défense. Euh, je vais passer du coup là-dessus et je vais arriver à la fin.
le souci, en fait, c'est que on a encore des promesses extrêmement fortes qui sont toujours attendues sur ces micro-forêts. On voit toujours encore, là, l'image que je vous ai mise, c'est encore quelque chose de cette année. Donc, 10 fois plus rapide, 100 fois plus de biodiversité, 30 fois plus de CO2 capté. Ça, il va falloir quand même, à un moment, de redevenir un peu sérieux là-dessus, parce que ce sont des attentes qui sont beaucoup trop fortes, et ce sont des chiffres qui sont fantaisistes. Maintenant, ces forêts ont quand même enfin, ces peuplements en fait qui sont installés ont quand même des mérites, et on pourrait quand même rester sur le fait que bon, voilà, ce ne sont pas des forêts, mais elles apportent quand même de la biodiversité. Il reste quand même des soucis en amont, hein. C'est que le concept en fait sur lequel elles sont basées, cette végétation potentielle naturelle en fait, c'est un concept qui est fragile. Et encore là-dedans, on ne parle pas de changement climatique. Euh, et puis, il y a cette question de la mortalité des plants, qui n'est pas un problème secondaire, hein, parce que là, en ce moment, tout le monde veut planter. Et quand vous mettez en place en fait des boisements sur lesquels allez avoir de grosses mortalités, eh ben, ce sont des plants que vous allez dépenser là, que vous n'aurez pas eu ailleurs. Et puis, on est sur des coûts. Alors, c'est partagé avec d'autres formules, des approches similaires, etc., là, sur lesquelles je suis passé, sur lesquelles on pourra parler ensuite, mais on est sur des coûts qui sont assez élevés. Et l'ordre de grandeur, c'est qu'on, par rapport à du boisement de terres agricoles ou de forêts feuillues, bon, les chiffres peuvent être un peu contestés là, mais on est quasiment 100 fois plus. Donc, ça pose des questions aussi en termes d'allocation des fonds publics. Je m'arrête là. Je vous remercie pour votre compréhension. Merci beaucoup, monsieur Autidier. Donc voilà, quelques questions ont été posées dans le chat, nous y répondrons On après. va passer à l'autre présentation, donc sur planter local, des espèces exotiques envahissantes. Et donc, c'est Véronique Ventre qui va intervenir maintenant. OK. Alors, donc je vais essayer de faire court puisque j'ai normalement 5 minutes d'intervention. Donc, n'hésite pas, Alexandre, à m'accélérer si je dépasse un peu. Donc, déjà pour poser le contexte. Effectivement, la végétalisation dans les villes, c'est une demande de la part des territoires qui est de plus en plus importante et diversifiée pour végétaliser les espaces aménagés, parce qu'on va passer de la désimperméabilisation de cours d'école à la végétalisation de trottoirs, de parkings végétalisés, végétalisation de façades. Donc, finalement, les sujets, les contextes sont très, très variés. C'est un sujet du coup qu'on entend de plus en plus, qui est une solution évidente contre le changement climatique et notamment sur les questions d'îlots de fraîcheur. Donc planter, oui, mais pas n'importe quoi et pas n'importe comment. Et on voit par la diversité des besoins qu'il n'y a pas une seule réponse, mais bien des réponses adaptées à chaque contexte. Et je ne vous dirai pas aujourd'hui abandonner les palettes ornementales et exotiques. Il n'y a que le végétal local qui compte, mais il faut savoir ce qu'on plante et l'ornemental correspond à des besoins, mais ne répond pas forcément à tous les besoins. Donc, on va faire un petit point avantage-inconvénient en fait des palettes ornementales. Alors, le point fort, c'est évidemment l'esthétique, hein. C'est surtout pour ça que les espèces d'ailleurs ont été sélectionnées avec du coup un focus très important sur tout ce qui était floraison, couleur, etc. Donc, vous voyez l'exemple ici du bleuet, entre un bleuet sauvage et un bleuet cultivé, forcément, la fleur est beaucoup plus dense dès qu'elle a été sélectionnée. C'est aussi tout simplement des habitudes d'utilisation avec une disponibilité, une accessibilité aussi des palettes et du coup des producteurs déjà bien installés et développés. Forcément, on est sur de la production très, très standardisée, donc une disponibilité sans discussion. Ça répond bien sûr quand même en termes de changement climatique au rafraîchissement des espaces urbains, puisque ça reste du végétal et donc du végétal qui joue son rôle de tampon thermique. Par contre, il faut savoir que les palettes ornementales seules ne répondent pas à tout ce qu'on pourrait attendre d'un espace végétalisé, c'est-à-dire que ce n'est pas une ressource alimentaire pour les insectes, puisque ce sont des espèces qui ont peu de nectar et du coup qui ne correspondent pas toujours aux pollinisateurs, notamment locaux.
Ça peut être jusqu'à des pièges écologiques, puisque par exemple, sur le bleuet, le fait d'avoir développé les pétales, ça crée en fait un leurre écologique, sauf que l'insecte rentre dans la fleur, mais n'est plus capable d'en sortir, donc qui augmente la mortalité. Donc ça, il faut le savoir. Et il y a un sujet aussi de banalisation des paysages, c'est-à-dire que les végétaux ornementaux que vous avez, vous les trouvez partout en France, donc forcément, ça commence à homogénéiser en fait les paysages urbains. Et le dernier sujet qui est celui qui nous pose le plus de problématiques au niveau de la biodiversité, qui concerne les espèces exotiques envahissantes. Là-dessus, on fait d'ailleurs un focus. Alors, première information, il faut vraiment savoir et avoir en tête que toutes les espèces exotiques ne sont pas envahissantes. Donc, l'idée n'est pas, comme je vous le disais tout à l'heure, de bannir toutes les espèces exotiques et ornementales. Par contre, il faut savoir aussi que les espèces exotiques envahissantes sont la 5e cause mondiale de perte de biodiversité. Donc, c'est un véritable sujet, un véritable enjeu de société. Donc, c'est vraiment le sujet au sein de l'agence où on est assez drastique dessus pour plusieurs raisons. D'une part, parce que ce sont des espèces qui envahissent les milieux naturels, comme Alexandre a pu le soulever dans le quiz, qui créent du coup une perte de fonctionnalité des milieux. C'est-à-dire ce sont des espèces pionnières qui du coup se développent au détriment des espèces locales qui font à la fois l'identité paysagère du territoire, mais aussi sa diversité génétique, qui est garante d'une bonne fonctionnalité du milieu et d'une meilleure adaptation aussi au changement, notamment au changement climatique. Cela engendre un déséquilibre des écosystèmes qui fait perdre la bonne fonctionnalité des milieux, une banalisation des paysages, comme je vous le disais tout à l'heure, un développement qui devient très vite incontrôlable et engendre des coûts de gestion élevés pour les collectivités, avec un résultat en plus mitigé. Donc on voit bien que la prévention est encore la gestion la plus efficace à avoir sur ces espèces-là. Également, un sujet sur l'introduction des ravageurs avec, par exemple, la pyrale du buis, ou ce sont aussi des espèces qui sont porteurs de maladies, comme par exemple l'ambroisie, qui pose des graves problèmes d'allergie. Alors, il faut savoir qu'il y a des listes d'espèces qui sont suivies et mises à disposition par les conservateurs botaniques, donc pour vous tenir informé du statut en fait de comportement envahissant des espèces, avec des listes aussi réglementaires qui sont également disponibles et validées au niveau du ministère. Alors, mais finalement, on peut se demander quel est l'intérêt au final de changer nos habitudes et de changer nos pratiques, puisque toutes les espèces exotiques ne sont pas envahissantes, donc on comprend bien la problématique de l'espèce envahissante, mais on se dit finalement, c'est quoi l'intérêt d'aller changer nos habitudes? On sait tous que les habitudes sont bien installées, bien instaurées, et qu'on a un peu de difficulté quand même à changer nos pratiques si on n'a pas de bonnes raisons. Alors, les bonnes raisons, c'est d'une part, au niveau des espèces locales, d'assurer une diversité biologique de nos espaces végétalisés. Ça veut dire assurer le gîte et le couvert en proposant des habitats fonctionnels et adaptés à la petite faune locale, mais aussi en assurant une alimentation garantie, notamment pour les pollinisateurs qui sont en déclin alarmant aujourd'hui partout en France et dans le monde. C'est aussi maintenir une perméabilité de nos espaces aménagés vis-à-vis des continuités écologiques. C'est conserver l'identité de nos territoires en évitant la banalisation des paysages, comme je l'ai déjà cité préalablement. C'est aussi soutenir une économie locale en plein essor, en permettant à des petits producteurs pépiniéristes comme semenciers à s'installer sur nos territoires pour proposer justement des gammes de végétaux indigènes. Et c'est aussi une opportunité pour les pépiniéristes et semenciers plus classiques qui font de l'ornemental d'ouvrir leur palette et de proposer aussi des choses diversifiées et donc développer une activité économique locale qui est très importante et recherchée aujourd'hui. La biodiversité reste un levier de lutte contre le changement climatique, car ne sachant pas précisément les évolutions qui nous attendent, la meilleure assurance vie qui nous reste, c'est la diversité génétique qui a toujours assuré une capacité accrue d'adaptation. Il faut aussi avoir en tête que la flore locale étant adaptée à nos territoires, elle demande un minimum d'entretien et une résistance aux maladies. Pour exemple, vous avez les bandes fleuries à base de fleurs sauvages, que ce soit les achillées, les bleuets ou les nielles, qui sont associées à une strate arbustive, assurent en fait le maintien d'une population d'insectes qui prédatent la pyrale du buis. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Alors, pour finir, quels sont finalement les solutions et les outils qu'on vous propose pour voilà,
vraiment vous lancer dans ces sujets de planté local. C'est tout d'abord le guide Plantons local en Occitanie que nous avons édité et sorti à l'ARB, qui est disponible sur notre site et qu'on a fait en partenariat avec un grand nombre de nos partenaires comme les CBN, comme l'OPI, les CAUE, le réseau AFAC, l'OFB, la région. C'est également la marque végétale locale. Donc là, vous verrez il y a les liens internet sur chaque image si vous souhaitez les voir. La marque végétale locale, du coup, qui vous explique déjà toute la dynamique et le concept de planter local et qui vous permet de faire le lien avec les producteurs qui peuvent proposer des plants adaptés à votre territoire. Et c'est bien sûr l'accompagnement des acteurs locaux qui est essentiel, puisque l'expertise locale ne sera jamais remplacée ni par un guide ni par des listes toutes prêtes. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers les experts de vos territoires pour ces sujets. Donc voilà, côté petit couac, on va sauter la première session de questions-réponses et je vous propose de faire une grosse session à la fin. Comme ça, on peut directement donc passer on va voir comment voilà, ces idées se concrétisent dans la réalité grâce à 2 retours d'expérience de communes engagées. Tout d'abord, je laisse la parole donc à la commune de Tournefeuille et son projet de sentier pollinisateur, donc qui va être présenté par Élise Bessière, directrice de projet Transition écologique, et Dominique Dupuis de l'association des jardiniers de Tournefeuille. Bonjour à tous. Alors, donc, je suis Lise Bessière. Donc, je vais partager la présentation. C'est bon pour vous? Ouais, c'est bon. Ok, c'est parti. Donc, la ville de Tournefeuille a lancé son sentier pédagogique des pollinisateurs sauvages, donc autour du lac de Loustalet, il y a déjà depuis 2021, au lancement en fait donc du projet d'atlas de la biodiversité communale, donc qui a été réalisé de 2021 à 2023. Donc l'atlas de la biodiversité communale a été donc un souhait par les élus donc pour un portage politique donc fort sur la commune, pour voilà développer la biodiversité en général sur le mandat donc 2021-2026 pardon. Et donc le sentier pédagogique des pollinisateurs sauvages, l'idée de ce projet c'était de sensibiliser évidemment le grand public aux pollinisateurs sauvages et accroître la biodiversité aussi autour du lac de Loustalet. Si vous voulez, donc dans le cadre de l'Atlas, voilà, c'était une des actions majeures finalement, à la fois donc de développement de la biodiversité et de sensibilisation, avec aussi tout un tas d'animations que je présenterai en suivant. Et donc ce sentier qui est en fait un parcours sur voilà tout autour du lac, avec une quinzaine de panneaux pédagogiques et des aménagements et donc des plantations pour favoriser en fait le gîte et le couvert des pollinisateurs. Donc on a développé, il y a eu une haie sèche, des bosquets, un sandarium, comme ça a été présenté en plus auparavant, voilà, une friche, une prairie maigre et d'autres aussi types de plantations. J'y reviendrai ensuite. Donc comme je vous disais, ça a démarré fin 2021 pour la conception. Donc si vous voulez, dans le cadre de la thèse de biodiversité communale, on a travaillé avec différents acteurs, partenaires. Et donc, on avait notamment travaillé avec l'association des jardiniers de Tournefeuille, donc pour la conception, la mise en place vraiment concrète avec les différents chantiers et aussi justement les animations. La conception, donc le contenu des panneaux aussi, ça a été réalisé en partenariat avec l'association des jardiniers de Tournefeuille. Et la création ensuite graphique, on a fait appel donc à des prestataires, Atelier Nature et Territoire, et pour vraiment la fabrication des supports des panneaux, Pic-Bois. On a aussi travaillé avec l'association Arbres et Paysages d'Autan pour les plantations, parce qu'on a adhéré aussi à l'association en même temps, puisque c'est quand même une zone autour du lac de Loustalet où il y avait aussi déjà à proximité des zones de reboisement, de compensation écologique. Donc finalement, c'était en complément aussi que ce projet de sentier. Donc voilà, c'est ajouté sur ce site-là. Et donc, alors au niveau du coût du projet, donc au total, c'est dans l'ordre de 40 000 euros quand même, en incluant les dépenses de personnel, 19 000 euros de prestations
Et donc, on a demandé une subvention à la région qu'on a obtenue de 5 000 €. Donc, pour vous présenter le parcours, voilà, donc le plan du panneau d'entrée, en fait, du parcours du sentier. Donc, comme vous voyez les différentes bulles là sur le schéma, sur le plan, qui en fait représentent un panneau qui explique justement, voilà, avec un texte et des images. Et aussi, il y a eu des panneaux, on a réalisé des panneaux jeux, 2 panneaux jeux pour aussi que ce soit un peu plus interactif et aussi abordable pour les enfants. On a essayé de vraiment vulgariser aussi, voilà, il y a eu pas mal d'échanges, de réflexions en amont pour savoir là, comment présenter tout ce qui concernait la pollinisation et notamment les pollinisateurs sauvages. Surtout que l'idée, c'était vraiment, par rapport à ce que vous avez dit justement auparavant, de ne pas présenter voilà, que les abeilles, mais aussi les autres types de pollinisateurs, les autres familles, donc les papillons, euh, les coléoptères, voilà, les différents types de pollinisateurs. Et donc, les aménagements aussi qui sont expliqués par d'autres panneaux, comme justement le sandarium, le fait que les abeilles voilà, peuvent aussi nicher dans le sol notamment. Donc voilà, ça fait 1,2 km autour donc, du lac. Je vais laisser la parole parce qu'on voilà, on intervient à 2 voix sur du coup le sentier, puisque donc l'association, comme je viens de le dire, a beaucoup participé à la construction de ce projet. Oui, Dominique, je ne sais pas voilà. si vous m'entendez, c'est bon? C'est bon. C'est bon, voilà. Donc je m'occupe, avec Lisa là, qui est aussi présente, de l'association des jardiniers de Tournefeuille et c'est vrai que c'est un projet qui nous a tenu à cœur. Moi, ça fait très longtemps que je suis, les actualités d'Anthropologia et de Urban Bees à Lyon par rapport, aux abeilles sauvages et c'est quelque chose qui est très intéressant et donc on a de suite accepté effectivement d'aider, la municipalité à construire ce parcours de découverte des pollinisateurs et en particulier des abeilles sauvages. Et comme il a été dit par Monsieur Mouret, on a cherché à installer une mosaïque d'espaces différents. Donc, sur ce site-là, qui est assez grand, qui est assez nature, il y a un plan d'eau, donc il est vraiment très très riche par rapport à l'environnement. Et on a construit avec donc pas mal de participation des habitants, ce qui est quand même très intéressant parce que on mobilise du monde et on sensibilise du monde par ce biais-là. Donc, on a construit plusieurs aménagements. Donc là, vous voyez en particulier une spirale aromatique. On a construit un sandarium. On a fait attention de ne pas le construire là où on avait observé les abeilles parce qu'on ne voulait pas les déranger. On savait qu'elles y étaient déjà. Mais on a construit à côté pour expliquer aux personnes que la majorité des abeilles sauvages nichent dans le sol. Et donc, ce sandarium a été créé. Tu peux peut-être passer à l'image suivante. Bien sûr, il a été aussi, on a aussi énormément planté sur cet espace-là, grâce à Arbres et Paysages d'Autun, où on a eu un choix de 17 espèces pardon, d'arbres, variétés d'arbres, pardon. Et du coup, on a fait des coupes, des haies coupe-vent un peu, on a fait aussi des plantations avec les écoles, ça a été un moment très, très enrichissant. Pareil, 17 espèces d'arbres variés, arbustes. Voilà, avance un petit peu peut-être. Alors là, il y a quelque chose qui nous a beaucoup intéressé aussi. On a installé sur cet espace-là, sur ce parcours, un espace de plantes hôtes. Alors hôtes dans le sens hôtel. L'oustalet, ça veut dire petite maison en occitan et ça veut dire petit accueil. Et on y tenait beaucoup à cet espace-là et on l'a planté avec des enfants d'une école en créant des fiches sur chaque plante. Chaque plante accueille un pollinisateur différent. Alors la grosse majorité pour ces plantes-là, ce sont bien forcément des papillons, parce que c'est les papillons, viennent pondre sur des plantes et les chenilles mangent ces plantes-là. Donc c'est pour enrichir aussi la variété des papillons du site, mais pas que, puisqu'il y a des plantes comme la bryone qui ont été mises là aussi pour les abeilles sauvages, qui sont typiquement, qui sont vraiment inféodées à ces plantes-là. Et donc, ce petit espace de plantes hautes qui est assez, enfin, je ne sais pas, il fait quoi, 9 mètres carrés, il est très riche actuellement. On est allé un peu le désherber et les enfants sont très fiers de cette réalisation. C'est une occasion aussi d'expliquer que, on fait des papillons, il nous faut des chenilles, entre guillemets.
Ensuite, on a mis des hôtels à insectes. Alors, effectivement, on a fait très attention par rapport à la problématique des hôtels, de ne pas mettre des gros hôtels. Ça, c'est vrai qu'on en avait pris conscience très, très vite de cette problématique avec les parasites qui viennent et donc des fois aussi des maladies qui peuvent se créer dans les trop grands hôtels à insectes. Donc, on a créé sur le site 3 petits hôtels à insectes et ce sont les enfants qui les ont aussi remplis. Donc, c'est aussi l'occasion, on a fait 3 classes là qui sont venues remplir avec nous. On a aussi initié une haie de Benji, donc ça, c'est quelque chose qui coupe l'espace aussi, qui permet à pas mal d'animaux aussi de vivre, qui à la longue va devenir une haie vive, hein, on espère, c'est expérimental aussi. Donc voilà, ça aussi, ça c'est les services techniques de la mairie qui l'ont construite. Qui l'ont construit. Voilà, donc c'est un endroit qui commence à prendre vie. Les gens qui se promènent apprécient beaucoup les panneaux. On a déjà vu, on a eu des retours. Et en particulier, il y a un panneau qui explique bien aussi de ne pas mettre de ruches en ville. Et on explique un petit peu ce que vous avez expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire la concurrence entre les pollinisateurs sauvages et Apis mellifera qui, quand elle arrive sur un territoire, ben, elle rafle un petit peu toutes les ressources alimentaires des abeilles sauvages et des papillons et des autres pollinisateurs, bien sûr. Voilà. Je reparlerai peut-être tout à l'heure. Allez-y. On alterne. Oui, Donc rapidement, voilà, juste pour présenter aussi ce qui a été fait en termes vraiment d'animation, de mobilisation aussi donc citoyenne à la fête de la nature de l'an dernier. Donc il y a eu une journée d'animation complète en fait à l'Oustalé justement pour voilà commencer à parler de ce sentier qui était en cours de création autour du lac. Donc il y a justement l'association des jardiniers qui a organisé une observation des pollinisateurs présents sur site. Il y a eu un spectacle aussi du riz-fifi dans la ruche, donc pour sensibiliser justement un peu différemment, toucher d'autres publics, donc avec humour sur la question justement des abeilles. Et la LPO également qui nous a donc voilà, permis d'observer les oiseaux aussi sur le site. Voilà, donc quelques photos. Et donc comme je disais, le calendrier, donc voilà, on a inauguré les panneaux pédagogiques donc le 14 octobre 2023, la finalisation de la réalisation du sentier, donc voilà, avec les élus évidemment, tous les partenaires et donc les habitants qui ont bien voulu voir ce que donnait ce sentier finalement. Et donc voilà, vous voyez un petit peu ce que donnent les panneaux. Le panneau d'entrée, voilà, les panneaux jeux avec des clapets. Voilà. Et donc, je relaisse la parole à Dominique pour disons, le suivi ensuite, voilà, de la continuation de ce projet, on va dire, au niveau scientifique. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ça fait plusieurs années qu'on étudie déjà les abeilles sauvages sur nos jardins familiaux. Et donc là, on va continuer à étendre un petit peu sur la commune de Tournefeuille, à essayer de recenser quelques espèces. Alors, bien sûr, sur les 1000, ben, pour l'instant, moi, j'en connais à peu près 35, ce qui est déjà pas mal. Mais on monte en compétence au fur et à mesure grâce à des stagiaires en maîtrise, par exemple, qui nous aident aussi à déterminer. Par rapport à des groupes Facebook aussi sur les plantes, sur les animaux, sur les pollinisateurs sauvages. Donc on va continuer cet inventaire sur les papillons, sur les coléoptères, sur tous les animaux qui vivent sur cet espace-là, avec l'idée de créer un livret aussi explicatif. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ça nous a permis la création de ce sentier, pour les pollinisateurs sauvages, nous a rapprochés aussi des services de la mairie, avec lesquels on travaillait déjà un petit peu ensemble, mais là, ça nous a vraiment fait monter en compétence des deux côtés. C'est-à-dire que nous, on est monté en compétence parce qu'on s'est rendu compte des difficultés qu'il y avait à gérer un espace naturel, et en particulier la tonte, etc. Et nous, on a aidé les équipes municipales à justement modifier leur tonte, faire de la tonte différenciée, puisqu'on on va faire par exemple sur cet espace une prairie maigre avec retrait de l'herbe. Donc, il va permettre de créer une zone avec des cultures différentes, avec des fleurs différentes, puisqu'il y aura une perte en azote quand on enlève quand on exporte l'herbe d'une prairie, on diminue la quantité d'azote et donc du coup,
on favorise des plantes qui ne seraient jamais sorties. Donc, il y a ça. Il y a aussi une friche qui va être installée, c'est-à-dire un endroit qu'on ne tondra pas du tout. Et on va voir peut-être apparaître des arbres. C'est l'idée de la régénération aussi spontanée. Donc, pas mal d'expériences qui se font sur ce terrain-là. Voilà, en gros, et je reparlerai après peut-être d'autres choses qui se fait sur la commune. Je pense que c'était tout ce que je voulais dire. Et en fait, c'était aussi l'idée que on montre sur cet espace-là aux citoyens lambda qui a un petit jardin, tout ce qu'il peut aménager chez lui. C'est-à-dire mettre 3-4 bambous, mettre un coin de terre tassée pour les abeilles pour qu'elles puissent nicher, faire une huile de benji, mettre un tas de bois, mettre un tas de cailloux, attirer le plus de biodiversité chez soi. Et ça, on peut le faire sur un tout petit terrain. Et donc, c'est l'intérêt de ces panneaux-là et des visiteurs qui viennent sur ce site. Est-ce que vous pouvez conclure très rapidement pour qu'on puisse Ça y est, on passer finit, on finit. Ah bah parfait. C'est leur slide. Donc sur la valorisation du sentier des pollinisateurs, donc voilà, parce que l'idée c'est aussi de faire connaître justement, bon, déjà à travers ce webinaire, mais aussi voilà par d'autres canaux de communication. Donc on a travaillé aussi avec le service communication de la mairie pour voilà développer les publications. Lors des animations comme je vous ai présenté. Aussi cette année, il y a eu à nouveau, là, donc on vient de finir la fête de la nature de cette année, donc il y a eu aussi à nouveau l'association qui a pu animer un escape game notamment. Enfin voilà, il y aurait plein de choses à dire. On peut toujours en reparler plus tard aussi. Donc et aussi justement à travers voilà le réseau Territoire engagé pour la nature, aussi des anciens ABC. Et aussi avec Toulouse Métropole, quand même, qui voilà aussi organise sur l'ensemble des communes une valorisation commune donc sur les traces de la biodiversité avec différents supports pour un peu harmoniser et faire connaître voilà, ces sentiers. Je voulais juste ajouter aussi qu'on a un panneau qui explique aussi pourquoi on n'a pas mis de ruches sur le sentier. Donc ça fait écho également à ce qui a été présenté auparavant, montrer voilà la concurrence justement entre abeilles domestiques, abeilles sauvages, voilà. Aussi en complément des autres aspects. Voilà, vous pouvez toujours nous contacter à ces adresses-là. Merci beaucoup. Vous avez dans le chat les compléments d'Hugues Mouret et de Madame Delcasso de Joux aussi de la mairie de Beaucaire sur cette initiative. Donc merci beaucoup pour ce retour d'expérience vraiment très enrichissant et sur ce beau projet réalisé. Et donc on peut passer au deuxième retour d'expérience donc de la commune de Ballaruc-les-Bains avec l'intervention de Julie Bastide, donc chargée d'opération pôle proximité et développement durable du territoire, qui va nous présenter un projet de désimperméabilisation et revégétalisation. Bonjour. Alors, hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? On le voit bien, oui. Super. Donc, la commune de Ballaruc-les-Bains s'est lancée en 2021 dans un projet de désimperméabilisation de cours d'école. On a été suivi par l'Agence de l'eau et le conseil départemental de l'Euro qui nous ont aidés dans le financement de cette opération. Donc, ça concernait 4 écoles réparties dans 2 groupes scolaires. Donc, un groupe scolaire qu'on a réalisé en 2022, donc celles qui sont ici sur le coteau de la Gardiole, donc les écoles Robinson et Louplanas, et un autre groupe scolaire qui se trouve sur la presqu'île, donc le groupe scolaire qui est constitué par l'école Georges Sand et le Petit Prince. Donc, en termes de cours, ce qu'il faut savoir au début, c'est qu'on avait des superficies, on va dire, assez faibles en espace végétalisé, 4-5% pour les écoles du centre-ville. Donc, on était vraiment sur des cours très bitumineuses, avec une perméabilité relativement élevée. Sur le groupe scolaire des usines, on avait des espaces qu'on pourrait considérer comme végétalisés, même si c'était vraiment de la terre battue très dense, donc peu perméable en réalité. Et globalement, la perméabilité était plutôt moyenne à élevée selon les endroits, mais plutôt moyenne. De manière générale, donc ça, c'est quelques photos avant. Le constat, c'était qu'on était sur des espaces très bitumineux, avec très peu de place pour le végétal. On le constate bien là sur les photos, principalement du bitume et du sol souple pour les aires de jeu. Donc, on a construit notre démarche avec l'objectif d'avoir beaucoup de concertation, que ce soit en phase amont comme en phase travaux et même un petit peu après sur la phase ensuite, premières expériences avec le site construit. Donc, on a travaillé avec une équipe projet qui était constituée des services techniques et des enseignants
avec leur directrice. Tout le monde a participé. Il y a eu quelques parents qui ont participé également, mais moins parce qu'ils n'avaient pas forcément le temps de participer à toutes ces réunions. Mais on a quand même eu un engouement fort au moment des études, au fur et à mesure où ça s'est déroulé. On a été assisté, il faut le savoir, par un prestataire spécialisé en concertation et qui s'occupait aussi de tout ce qui est pédagogie avec les enfants, puisque les enfants ont aussi participé dans le cadre du diagnostic avec comment ils voyaient leurs cours, où est-ce qu'il y avait de l'eau, où est-ce qu'ils avaient chaud, etc. Et aussi leur cours d'école de rêve. En termes de marché public, on s'est concentré que sur 2 marchés. On avait un marché à 3 lots avec la maîtrise d'œuvre et la concertation, un lot géotechnique et un lot levée topo et géodétection. Et sur les travaux, on avait un lot terrassement et VRD et un lot espace vert et mobilier urbain. Sur nos projets, en fait, on a privilégié, donc là, c'est le projet des écoles des usines. On a beaucoup travaillé sur la perméabilité et la rétention, puisqu'on avait une perméabilité moyenne. Donc, on a travaillé notamment sur des espaces d'aire de jeu en copeaux avec 40 cm de mulch qui permettaient de provisoirement faire de la rétention, puis infiltrer progressivement les eaux dans le sol. On a également des espaces ici, par exemple, avec des noues dans cette partie-là, ou des jardins de pluie, donc des espaces creux qui permettent, pareil, l'infiltration. On a intégré dans les écoles, à la demande aussi des enseignants, des espaces que vous voyez ici, qui sont des écoles dehors, donc avec des espèces de grands bancs en bois où les enseignants peuvent réunir les classes à l'extérieur pour faire les cours, notamment sur la pédagogie et la biodiversité. On a conservé des espaces qu'on a rendus perméables avec des enrobés perméables non circulables par des véhicules. Donc ça, c'était le choix technique qu'on avait fait, qu'on a utilisé par exemple ici pour le circuit vélo des enfants. On a quelques chemins en rondin. On a des espaces ici avec des dalles alvéolaires gravillonnées pour permettre notamment le passage toujours des engins de secours et des nacelles pour les bâtiments, et quelques potagers qui ont été installés dans les écoles puisqu'il y avait une volonté de conserver des potagers. On a également des espaces de prairies fleuries et sur l'ensemble des écoles, au total, on a beaucoup replanté puisqu'il y avait très très peu d'arbres. Donc on a planté à peu près une 60aine d'arbres sur les 4 écoles. En termes de mobilier urbain, on est plutôt allé sur du bois de façon générale avec les jeux, les bacs potagers, les gradins en bois de l'école dehors, les bancs. On avait aussi installé donc des récupérateurs d'eau de pluie, des cabanes en sol vivant. Ça, c'était une demande des enseignants d'avoir des cabanes qui poussent. Et ils en sont très contents. Donc là, elles ont 2 ans pour les premières et 1 an pour la dernière. Ça pousse plutôt assez bien et les enfants apprécient ces objets un petit peu ornants. Ensuite, on a aussi des marquages au sol et il a été travaillé avec les enseignants et les services techniques des protections pour les végétaux, au minimum pour les 2 premières années. Il est possible qu'on les conserve plus. Donc, c'était des ganivelles au départ et on a changé notre fusil d'épaule après la première session de l'école où on est passé sur des poteaux avec des sangles en jute pour interdire l'accès pour l'instant dans les zones où on a fait des massifs. En termes de palette végétale, donc sur la partie arborée, on a choisi d'avoir beaucoup de diversité de végétaux. Donc, c'est les végétaux que vous voyez ici. Donc, on a fait des choix avec nos services techniques, avec les enseignants, parce qu'il fallait bien sûr que ce soit des arbres non cassants, non toxiques, sans épines. Donc, ça limite aussi le nombre d'essences végétales. On a planté dans certaines écoles, notamment une qui avait vraiment un souhait de travailler sur la pédagogie avec des arbres fruitiers. On a également envisagé d'avoir 2 ou 3 arbres d'origine plutôt exotique sur les écoles pour faire des tests justement, voir s'ils tenaient bien. Alors on a des craintes sur le gel par exemple, et on va tenter de planter ces arbres. Donc il y en a 1 à 2 par école en général. Et ensuite, donc les arbres que vous voyez en jaune, on n'avait pas prévu de les planter et on les a plantés après coup. C'est-à-dire qu'on a eu un inversac, c'est-à-dire une remontée de nappe saline dans l'une des écoles qui se trouve au centre-ville de la presqu'île, et on a dû travailler à modifier nos essences d'arbres et les modalités de plantation parce que la nappe était remontée de 1,80 m à 40 cm du sol. Donc on a dû réfléchir à des essences qui résistaient à la salinité et un petit peu à l'inondation par nappe.
Ensuite, sur les massifs et les plantes, donc on a choisi des grimpantes qu'on avait déjà dans certaines écoles où on avait du jasmin, du chèvrefeuille. On a rajouté du rosier banks où il y a très peu d'épines et quelques glycines. Et en termes de haies, on a travaillé sur des filaires, des pittosporums, des choses que les services techniques avaient l'habitude d'utiliser sur des haies. Sur tout ce qui est massif de plantation, le souhait, c'était d'avoir beaucoup de fleurs. Donc ça, c'était une demande de nos enseignants. Donc, on a travaillé sur des panels avec certaines plantes locales, d'autres un peu plus exotiques, avec 3 types de massifs: les jardins de pluie, qui s'inondent en cas de pluie, des pieds d'arbres et des jardins de senteurs avec beaucoup de plantes, on va dire, méditerranéennes et olfactives, comme le thym, le romarin, les choses comme ça. Dans le cadre des écoles, on a aussi travaillé sur des panneaux pédagogiques qui sont des traductions dans ce que les enfants ont appris dans le cadre des ateliers. Donc là, le premier, c'était pour les élémentaires, sur où est-ce que va l'eau qui tombe du ciel. Et ensuite, le deuxième, c'était comment les plantes s'adaptent à la sécheresse. Donc là, je vous ai mis quelques photos des avant-après de nos écoles. Donc ça, c'est les écoles qui ont été faites il y a 2 ans. Donc la première, c'est la maternelle Robinson. Donc là, on voit bien qu'on a décapé les enrobés existants et on a transformé ça avec des sols plus naturels ou des sols en tout cas perméables. Pareil pour cette photo. Ici, donc vous voyez, on a planté un arbre en plus. On a également la cabane en osier que vous voyez à l'arrière. Ici, donc les massifs de pieds d'arbres avec les romarins. L'école dehors de la maternelle. Ici, vous avez les pergolas. Donc ça, c'était une école qui était très exposée au soleil parce qu'elle avait très peu d'arbres. Donc, on a travaillé sur des pergolas végétalisés qui vont progressivement être gagnés par les plantes que vous voyez qui commencent à pousser. Ensuite, ici, vous avez un exemple d'un des jardins de pluie, donc une zone où en fait on avait un exutoire pluvial et on a retravaillé pour avoir des zones creuses avec un exutoire en surverse. Là, donc, c'était une zone de terre battue où il n'y avait plus grand-chose qui poussait et on a retravaillé ça avec des jardins de senteurs et des zones de mulch de 40 cm de profondeur qui font effectivement bassin de rétention. Ici, vous avez une des prairies fleuries, donc qui se trouve sur le terrain de sport. Et ici, une zone qui est complètement perméable à l'avant avec un terrain de sport un peu plus particulier qui est plutôt pour les sports doux pour les enfants. Donc, ce dernier espace que je vous montre, c'est un espace qui est à la fois à l'école et à la fois partagé avec le public quand l'école est fermée. Ici, donc, ce sont les deux écoles de cette année. Donc, l'école Georges Sand pour la maternelle. Donc, on a tout enlevé dans cette école. Elle était assez petite, donc on a pu se permettre de tout décaper. On a créé des aires de jeu. Elles ont aussi des pergolas. C'est un peu le même système que vous avez vu sur les écoles précédentes. Ici, un grand deck en bois au niveau du pin. Avec dessous, on a décrouté les enrobés, donc c'est de la terre. Ici, vous avez donc l'école Le Petit Prince aussi faite cette année, où on avait la chance d'avoir des beaux platanes, mais qui étaient on va dire, un peu en souffrance avec le manque de terre naturelle et du coup qui ont retrouvé un petit peu d'air. Ici, vous avez les jardins de pluie. Voilà. Et là, on a retravaillé le talus qu'il y avait ici avec un espace d'aire de jeu avec du gravillon, puisqu'en fait, cette école-là a la particularité de servir de bassin de rétention en cas d'inondation de la presqu'île lors des épisodes sévennaux. Donc, pour finir, je vous ai fait un petit retour d'expérience de notre expérience. On a été surpris au début parce qu'on a eu pas mal de réticences au départ, mais en fait, au fur et à mesure, on a une motivation très forte des enseignants et qui sont allés beaucoup plus loin que ce qu'on pensait, au point qu'on a dû faire des choix budgétaires à un moment donné. Et on a même eu des propositions de ce que je dis souvent de poulailler où on ne savait pas trop comment gérer tout ça. Donc, on a fait des choix pour essayer d'avoir le maximum en tenant compte des besoins des uns et des autres. Sur les retours après expérience et après travaux, on a quand même des retours assez favorables de tout ce qui est enseignants, parents, services utilisateurs. C'est un peu particulier parce qu'ils ont dû se réadapter à ces nouvelles cours où on ne peut pas utiliser la balayeuse, où il faut travailler différemment. Mais de façon générale, les enseignants sont ravis de ce nouvel outil de travail et les enfants sont globalement de manière générale plus calmes.
Sur le fonctionnement hydraulique, pour l'instant, pour toutes les écoles qu'on a testées, il est globalement satisfaisant sur toutes les petites pluies. Les pluies un peu plus massives, on a encore des adaptations à faire sur l'une des écoles qui sert justement de bassin de rétention, comme je parlais. En termes d'accidents, on en a eu très peu finalement, probablement pas plus que d'une école standard, j'imagine. On a eu 4 accidents en 2 ans qui étaient plutôt liés au début après chantier. Donc une vis, par exemple, qui était mal vissée, une cornière métallique où un enfant est tombé entre-temps avant qu'on mette la bordure bois. Bon, ça, c'est une chose qui arrive. Une ganivelle où un enfant est tombé dessus, et puis un platelage bois un peu glissant. Mais globalement, on est sur peu d'accidents par rapport aux craintes qu'on avait initialement. Sur globalement le projet, la concertation, il faut vraiment y passer beaucoup de temps, décider des choses ensemble pour s'assurer qu'après, on ne revienne pas en arrière, comme nous, on a pu aller voir le cas par exemple sur le Ganivelle, malgré la concertation. Il faut aussi prévoir suffisamment de temps avec les financeurs, notamment nous, le financeur Agence de l'eau, où il y a beaucoup d'exigences sur le projet. Donc, il faut prévoir pas mal de temps pour ça. Une alerte aussi qu'on se fait régulièrement sur les projets qui sont dans les cours d'école en général. On n'a que 2 mois pour faire des travaux. Donc, il faut prévoir que si on n'a pas le temps de finir, parce qu'il peut y avoir des aléas, ça a été notre cas au moment de la réception de la première phase de travaux des 2 premières écoles. En fait, il faut prévoir un niveau de finition qui soit acceptable si on ne peut pas tout terminer avant la rentrée. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, il faut bien anticiper tout ce qui est procédure administrative. Les pergolas nécessitent des déclarations préalables. Il faut, lorsque vous êtes dans un circuit, dans une zone d'archéologie préventive, prévoir des diagnostics. Nous, on a pu négocier avec le SRA pour que les diagnostics se fassent pendant les chantiers. Donc, on a pu faire tout ça dans les 2 mois de l'été, par exemple. Et quand vous êtes en limite de monuments historiques, prévoir aussi une présentation du dossier complet à l'ABF pour s'assurer que les matériaux que vous aurez choisis sont les bons. En termes d'adaptation aussi, il faut prévoir s'adapter aussi au contexte hydrogéologique. Donc nous, on a eu ce problème d'un Varsac où on a dû faire un décalage des dates de plantation, décalage aussi, modification, on va dire, des plantations pour avoir des semis hors sol et permettre aux plantes de ne pas trop être gênées par les remontées de nappe et changer les essences que je vous disais tout à l'heure. En termes de ganivelles aussi, c'est une question qu'on nous a beaucoup posée. Nous, on a fait le choix de les conserver sur la première école. Les 3 autres écoles sont passées sur des sangles en jute parce qu'il y avait vraiment une crainte très forte quand ils ont vu les ganivelles. Ils l'avaient accepté au début, les enseignants, et finalement, quand ils ont vu ce que c'était, il y a eu un recul. On n'a globalement pas plus de pertes sur les sangles en jute que sur les ganivelles. Donc, ce n'est pas forcément un point problématique. En termes de problématiques d'entretien, pour nos services, c'est important de le savoir, il faut changer les techniques de nettoiement, modifier certains matériaux, par exemple les gravillons à côté d'enrobés, c'est fortement déconseillé. Il faut les prévoir dans des zones où autour il y a plutôt des espaces végétaux. Et ensuite, il faut prévoir dans les budgets de fonctionnement ou dans les budgets des écoles un peu de matériel pour permettre aux enfants de ranger. Ça, on ne l'avait pas prévu au début. Et en fait, il faut prévoir des petites balayettes, des petits seaux, des choses comme ça. C'est un truc à prévoir quand on fait des écoles désimperméabilisées. Par rapport au nettoyage aussi, donc les grilles de pluviales au tout début, quand les matériaux ne se sont pas tassés, il y a un comblement. Donc, Est-ce il que vous faut pouvez prévoir. rapidement clôturer Oui, si oui, jamais vous j'avais arrivez à le presque faire? fini. Ça marche. Il faut aussi faire attention aux regards qui sont dans les zones de mulch où il y a des aires de jeu parce que la proximité fait qu'il peut y avoir des points de danger. Donc, prévoir de positionner quelque chose dessus ou de mettre du sol souple. Enfin, pour finir, du coup, il faut aussi, donc nous, on a eu la chance d'avoir 2 groupes scolaires, donc on s'est adapté entre les 2 avec ce qu'on avait pu voir. Il y a une dégradation forte des espaces plantés à proximité des aires de jeu. Ça, il faut l'avoir en tête. Il faut trouver des solutions. Nous, on s'adapte au fur et à mesure. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution idéale. Donc, il y a des moments des endroits où on va faire le choix de ne pas replanter parce qu'on sait que ça ne tiendra pas. Ensuite, bien prévoir dans ces écoles désimperméabilisées qu'il faut un budget pour renouveler les matériaux fluents. Donc, au maximum, au bout de 2 ans, il faut prévoir de refaire, par exemple, le mulch ou les aires de jeu en sable. Tous les 6 mois, il faut les re-remplir. Voilà. Et ensuite, à toute fin de période de préparation, donc
pas de préparation, mais d'entretien. Nous, on avait choisi 2 ans d'entretien. Il faut prévoir un temps pour préparer le passage à la régie, parce que ça change aussi beaucoup sur les budgets et les modalités d'entretien, notamment pour les espaces verts. Voilà, j'ai terminé. Eh bien, merci beaucoup, Madame Bastide, voilà, pour ce retour d'expérience. Donc, un projet de désimperméabilisation, revégétalisation, qui a pour but, un peu comme on l'a dit au niveau des forêts de Miyawaki, de réduire voilà, ce phénomène d'îlot de chaleur urbain. En même temps, ça crée de l'ombrage. Et puis, on l'a vu voilà, au niveau de votre palette végétale qui évolue et qui tend vers du végétal local. Donc, on peut passer à une petite session de questions-réponses. Oui, alors c'est très très rapide, hein, vu qu'on a déjà dépassé de 6 minutes l'horaire de fin du webinaire. Sur le dernier retour d'expérience, je prends la balle au bon, Madame Bastide. Une question qui concerne l'arrosage sur les cabanes en saule, puisque sur les questions concernant l'entretien des copeaux, vous avez un petit peu répondu déjà, et savoir si le chiffre de 40 cm d'épaisseur de mulch a été difficile à défendre ou pas. Donc, 2 questions. Les 40 cm de mulch, du coup, non, il n'y a pas eu de débat sur ces 40 cm. Du coup, comme on avait prévu que ce soit à la fois des espaces de jeu et à la fois des espaces, pour certaines écoles, c'était des espaces, on va dire, d'école dehors, il fallait des espaces de rétention suffisants puisque les sols ne permettaient pas une infiltration rapide. Et donc, les 40 cm étaient nécessaires. Ce point-là, il a été évoqué dès l'AVP avec l'ensemble de l'équipe projet et on n'a pas eu de remontée particulière par rapport à ça. Sur l'autre question. L'arrosage des cabanes en saule. Oui, les cabanes en sol sont reliées à l'arrosage des arbres. Donc aujourd'hui, on est sur la 2e année pour les arbres. On envisage 3 années d'arrosage pour être sûr de la reprise. Et après, on va falloir faire des choix par rapport à notre arrosage. Pour l'instant, là, j'en parle pas beaucoup, mais on envisage de travailler sur des eaux de réuse dans le cadre de notre collectivité, puisqu'on a des termes et on a beaucoup d'eau qui sort et qui repart en fait dans le circuit des eaux usées, alors qu'elles sont réutilisables. Donc on envisage, si on y arrive, de pouvoir réutiliser ces eaux pour des arrosages un peu plus longs. Mais pour l'instant, on se fixe 3 ans. Une question qui concerne la demande annuelle de miel en France, puisque visiblement, elle est supérieure à ce qui est produit localement. Comment pallier à ça, justement? C'est une question qui nous a été posée par la commune de Saint-Orens. Est-ce que, Monsieur Mouret, vous avez des arguments ou un élément de réponse concernant cela? Bah oui, augmenter le nombre de ruches et le nombre d'apiculteurs en dispersant sur le territoire. En fait, la solution pour faire vivre les abeilles mellifères et les abeilles sauvages ou les autres pollinisateurs, elle n'est pas compliquée, elle est même très simple sur le papier, mais elle est quasi impossible dans le domaine, dans le modèle économique existant. C'est-à-dire que si l'idée, c'est de pouvoir vivre de la ruche, eh ben, on ne peut pas installer 3-4 ruches par-ci, par-là et se déplacer à chaque fois en voiture en se ressortant le matériel, en éteignant l'enfumoir, en le rallumant, etc. Donc c'est pour ça qu'on groupe des dizaines de ruches. Mais en réalité, si on remettait des ruches dans toutes les exploitations, les collectivités qui les disperseraient, les particuliers, on pourrait, moyennant, alors c'est sûr que les apiculteurs professionnels ne seraient pas contents, mais on pourrait partager le territoire et donc augmenter la production de miel en sachant qu'il y a plus de ruches maintenant qu'il y a une quarantaine d'années, mais moins de production de miel. Donc c'est aussi dû à l'absence ou la réduction des ressources alimentaires. Et donc voilà, toutes vos initiatives vont dans ce sens. Évidemment, c'est pas l'école de Balaruc ou le jardin d'un tel ou l'espace vert d'une telle communauté qui va changer la donne, mais c'est tous ensemble parce qu'il y a besoin d'un effet du paysage et donc il y a besoin d'engager les espaces publics qui représentent 10 à 20% et qui ont, à mon sens, un devoir d'exemplarité, de modèle, mais aussi les espaces privés. Et donc, ça veut dire aussi voilà, mutualiser ces choses-là, notamment à l'échelle du paysage, pour pouvoir avoir de la ressource alimentaire et pouvoir partager avec les espèces domestiques et les espèces sauvages. Merci, ça pourrait presque être le mot de la fin. Effectivement, il y a eu aussi dans le chat pas mal de questions sur les forêts de Miyawaki, les mortalités, avec justement un débat autour de ces mortalités. Les réponses ont été apportées, donc je vous les ferai passer, puis je vous laisserai en prendre connaissance. Il y a aussi les diapositives et les ressources qui seront partagées, qui vous seront envoyées dans un petit document ressources. Une question cependant concernant justement les espèces exotiques envahissantes. Est-ce qu'il existe
est-ce qu'il est possible d'avoir une liste d'essences qui sont proscrites par le ministère et donc une palette végétale MIDIPI était sollicitée. Celle-ci, vous pourrez la trouver dans le guide Planton local en Occitanie, puisqu'il y a une palette végétale qui est vraiment associée à l'ère biogéographique dans laquelle s'inscrit Midi-Pyrénées. Donc peut-être Véronique, la liste des essences proscrites par le ministère, est-ce que on en a connaissance? Est-ce que c'est disponible comme type de document? Je me permets d'intervenir parce que oui, il y a une liste Merci. qui est éditée par le muséum. Non, j'ai mis un lien, j'ai tapé liste noire plantes envahissantes, et j'ai mis un lien de Tela Botanica, mais il y a une liste qui est tenue à jour par le Muséum d'histoire naturelle. Oui. Oui, voilà. Et du coup, excusez-moi, j'avais pas vu que j'avais pas mis mon micro, donc je répondais toute seule. Donc ma réponse sur oui, on enverra, ça concernait les deux. Et donc merci, vous avez répondu pour moi, mais on enverra tout ça. Et effectivement, ces liens aussi sont dans le guide du planton local, mais on enverra les deux liens distincts pour que vous retrouviez facilement vos informations. Eh bien, merci à tous. Je me permets du coup de clôturer avec Alexandre cette session d'échange. Merci pour les retours d'expérience inspirants et merci pour vos lumières sur ces sujets qui posent souvent question. Donc, ruches, hôtels à insectes, microforêts et le planté local, les espèces exotiques envahissantes, on vient d'en parler. Je vous souhaite bon appétit à tous et à bientôt pour un nouveau webinaire. Merci encore.